à Ottawa. Je vais commencer la présentation pour être respectueux un peu du temps de tout le monde ici. Euh, donc, tout d'abord, peut-être des messages pour le déroulement de la rencontre. S'il vous plaît, vous mettre en sourdine si c'est possible pour vous. Est-ce qu'on a des gens au téléphone? Je vais vérifier. Je ne suis pas certain. Je pense que tout le monde est ici par Zoom. Fantastique. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Antoine Desilets. Je suis présentement co-directeur général par intérim à la Société Santé en français. Ça fait 9 ans que je suis à la Société à la fin novembre, là, donc bientôt mon anniversaire, 9e anniversaire d'embauche à la Société. Je vais le mentionner probablement à plusieurs reprises dans le déroulement aujourd'hui, mais il y a toujours un défi à faire un historique quand on n'était pas là. Et moi, j'ai été là dans les 9 dernières années, sur à peu près 18 ans, 19 ans d'âge de la société. Il me manque quand même un bon morceau, une dizaine d'années, où là, je me base sur des documents de d'autres personnes. À la toute fin de la présentation, je vais vous partager une évaluation. Et dans l'évaluation, pour ceux qui connaissent mieux que moi, il va y avoir une opportunité là, d'aller me suggérer des modifications ou du meilleur contenu ou peut-être même là, de m'offrir un appel pour les gens qui connaissent mieux la société que moi. C'est la première de 4 formations qu'on va offrir au niveau de la gouvernance. Donc, celle-ci va porter beaucoup sur la description de la Société Santé en français et son historique. La deuxième formation va avoir lieu sur les rôles et responsabilités d'un membre de conseil d'administration. La troisième aura lieu sur la gestion financière d'un membre de conseil d'administration. Et finalement, dans un quatrième temps, ce sera sur le code de déontologie et des bonnes pratiques là, pour des membres de conseil d'administration. Il y a deux intentions à la rencontre aujourd'hui. La première intention, c'est une intention que la Société Santé en français s'est donnée, c'est-à-dire d'offrir des formations à sa gouvernance, à son conseil d'administration et s'assurer que tous ces gens-là aient toute l'information nécessaire. La formation ici découle donc d'un exercice qui avait été mené par le Comité sur la gouvernance de la Société Santé en français, où il y avait eu une auto-analyse des différentes compétences que les membres du conseil d'administration avaient. Et on avait identifié une série de sujets où de la formation serait bénéfique pour notre conseil. Celle-ci, sur l'historique et la programmation, ce n'est pas directement lié aux compétences du conseil, c'est plus une session je veux dire, une sorte de propédeutique sur l'historique de la société. Et qui avait été recommandé d'ailleurs pour le comité de sa gouvernance. La deuxième intention explique pourquoi autour de la table ici aujourd'hui, on a bien plus que le conseil d'administration de la Société Santé en français. C'est l'idée de renforcer les liens qui existent au sein du mouvement santé en français, entre les réseaux, entre la Société santé en français, puis entre nos différentes instances. Si moi, je vais couvrir un peu plus tard, là, quand je parlais du cadre stratégique de la Société santé en français, mais un des objectifs qu'on a, c'est évidemment de renforcer notre mouvement, puis de renforcer la cohésion qu'on a entre nos organismes. Et puis pour moi, bien, ça passe entre autres par avoir de l'accès à la même information, puis la même compréhension un peu de l'historique. Donc, merci à tous les gens qui s'engagent dans les réseaux de santé en français, puis qui participent à la formation aujourd'hui. Juste vous assurer, vous allez être invité aux prochaines également. C'est complètement libre, c'est à vous d'y aller si ça vous tente, si vous êtes disponible. Nous, ça va nous faire grand plaisir de vous avoir avec nous et vous serez invité évidemment au prochain. Donc, pour le déroulement aujourd'hui, ce que je vous suggère, j'ai préparé une présentation. Je vais probablement vous parler une trentaine, quarantaine de minutes et par la suite, il y aura plus une période de discussion. On a été booké pour 90 minutes, je pense, pour la session aujourd'hui. Ce n'est pas une cible, c'est plus une possibilité. Là. Donc, on verra si on a besoin de 90 minutes. Moi, je suis certain que je peux vous parler de la société pendant tout ce temps-là, mais peut-être qu'on aura fait le tour des points principaux à ce moment-là. Juste vous mentionner, il y a plusieurs sections dans la présentation. Donc, je vais vous offrir à poser des questions en cours de route, pas besoin d'attendre à la toute fin. J'aimerais ça que ce soit un peu sous forme de dialogue, discussion. On est tous des gens qui s'impliquent dans la santé en français. Fait que je veux que ce soit un peu plus ouvert puis un peu moins formel comme type de présentation. La session va être enregistrée. Elle va être rendue disponible pour les gens qui n'étaient pas disponibles justement pour cette rencontre-ci. Donc, elle va être rendue disponible électroniquement. Ce ne sera pas une vidéo qu'on mettra en ligne publiquement. Donc, personne ne pourra googler formation, Société santé en français. Par contre, les gens qui auront accès au lien pourront voir visualiser la vidéo. Et puis, ça nous permettra, ça, nous, de garder ça dans nos archives, puis après ça, faire le partage au réseau de santé en français. J'ai mentionné mes intentions. J'ai mentionné ça. Dernièrement, à la toute fin de la rencontre, il y aura une évaluation. Dans l'évaluation,
On va évidemment vous demander, avez-vous aimé ça? Avez-vous des recommandations, etc. Il y a deux choses que je vais attirer votre attention. Premièrement, je l'ai mentionné un peu en début de rencontre, il y a une section où vous pouvez faire des recommandations, des suggestions pour le contenu dans l'évaluation. Donc, pour les gens, s'il y a des gens qui connaissent des parties de l'historique de la société que moi, j'ai peut-être passé un peu trop vite par-dessus ou qu'il y a plus d'informations intéressantes, n'hésitez pas à le mettre dans l'évaluation. Je les lirai tous. Et finalement, dans l'évaluation, on vous demande, en prévision de la prochaine formation sur les rôles et responsabilités, s'il y a des attentes particulières qui touchent les rôles et responsabilités d'un CA. L'idée ici, c'est qu'on va collecter un peu c'est quoi les besoins énoncés dans les formulaires, puis après ça, on va les utiliser pour bâtir le contenu de la prochaine. La prochaine formation, ce ne sera pas moi qui va les donner tous. En passant, on est allé chercher des experts là, qui connaissent la gouvernance bien mieux que moi. Donc, la prochaine formation sera faite par Mme Carole Soucy. Son profil sera partagé quand vous recevrez l'invitation pour la rencontre. Pour poser des questions durant le meeting aujourd'hui, donc, comme on est tous en Zoom, ce que je vous suggérerais, c'est en bas de votre écran, vous allez avoir une barre d'outils. Dans la barre des outils, vous avez un bouton qui dit Participants. Si vous cliquez sur le bouton Participants, ça va vous afficher la liste de tout le monde qui est connecté ici. Et c'est possible, en bas de cette liste-là, de cliquer sur un bouton Lever la main, Raise Hand, si votre Zoom est en anglais. Je vais faire un petit test. C'est possible pour tout le monde maintenant de peser sur Raise Hand, là, juste vite que je puisse voir si ça fonctionne bien. Je vois plein de mains levées. Cynthia, je te demanderai de faire monitorer la liste des participants pendant la présentation, puis de m'interrompre s'il y a des questions que je n'attrape pas au vol. Là. Donc, on pourra faire ça. Ceux qui ont la main levée, vous pouvez après ça la baisser en pesant sur le même bouton. Puis si vous oubliez, je pense que Cynthia a la capacité de vous forcer à vous baisser la main. Donc, c'est comme ça qu'on va prendre les questions. Et puis, évidemment, si votre main est levée, personne n'interagit, si on ne vous remarque pas, n'hésitez pas à vous démuter puis d'intervenir. C'est pas parce que moi, je vais prendre toutes les questions aujourd'hui. Je commence donc, si vous me permettez, on va débuter avec la présentation que je vais préparer sur comprendre la SSF et sa programmation, une ligne de temps. Ouh. OK, parfait. Donc, contexte historique, je vous mentionne quelques faits saillants sur l'historique de la société. Puis là, on remonte à une époque où j'étais même pas moi en Ontario à l'époque, mais je me suis familiarisé beaucoup avec cette histoire-là. Donc, essentiellement, la société remonte à toute la saga de l'histoire de Montfort. Je sais que dans la francophonie, c'est une saga qui a été quand même bien connue. En gros, le gouvernement de l'époque voulait fermer l'hôpital Montfort, qui était le seul hôpital universitaire francophone. Pour la communauté francophone, la fermeture anticipée de l'hôpital était vue comme une énorme perte. L'argument avancé, c'était que l'hôpital était plus qu'un point de service, c'était une institution qui soutenait la vitalité de la communauté francophone dans la région ici. Et donc, la fermeture de l'hôpital aurait des impacts qui dépasseraient évidemment l'accès aux services de santé. Il y a eu une mobilisation citoyenne de la communauté franco-ontarienne et des autres communautés francophones du Canada à l'époque, qui avait mené évidemment un retour sur la décision du gouvernement et l'hôpital Montfort est resté ouvert. Ce que ça l'a donné comme dans fond, la conséquence de tout ça, c'est je pense que ça a eu un lampion au sein de la francophonie, qu'on avait besoin d'institutions pour défendre nos acquis, puis pour faire la promotion justement de l'accès aux services de santé en français. Des structures qui n'existaient pas à l'époque, c'est la FCFA qui avait fait beaucoup le travail. Donc, en 1998, il y a eu la création du premier réseau de santé en français à Ottawa. C'était le réseau de l'Est, le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario, une institution qui est encore active aujourd'hui et qui fonctionne très bien, membre encore de la Société santé en français. Et en 1999, on a eu la création du premier Centre national de formation en santé à l'Université d'Ottawa, qui s'appelle maintenant le Consortium national de formation en santé à l'Université d'Ottawa. En fond, tout est né ici dans l'Est ontarien, puis après ça, ça s'est élargi au niveau national. La FCFA en 1999 et ses organismes porte-parole provinciaux territoriaux ont créé un comité consultatif des communautés francophones. C'est un comité qui visait à justement faire un peu le portrait de la santé. Dans le fond, c'est quoi la dynamique? C'est quoi l'enjeu de la santé en français? C'est quoi les bons leviers, les bonnes façons de l'aborder? C'est un document qui est encore disponible, qui est encore pertinent, je vous dirais. Il y a énormément des composantes qui se retrouvent là-dedans qui sont encore pertinentes aujourd'hui puis qui aident à jeter un filtre sur nos différents enjeux. Ce rapport-là, publié en 2001, identifiait 5 principaux leviers pour l'avancement, pour l'amélioration de la santé en français pour les francophones. Il s'agissait d'abord du réseautage. Je reviens sur le réseautage, je l'expliquerai plus en détail plus tard. Sur les lieux d'accueil, sur la formation, la technologie et l'information.
C'est intéressant de voir qu'en 2001, beaucoup de ces morceaux-là étaient extrêmement pertinents en 2020, sont encore des solutions qu'on met de l'avant pour améliorer l'accès aux services de santé. Il y a également eu un rapport d'un deuxième comité consultatif en 2007 qui, plus je le mentionne ici parce que ça a vraiment mis en évidence la complémentarité qui existe entre le Consortium national de formation en santé et la Société santé en français. Je vous le décris très, très, très rapidement, puis là, je vais tourner les coins ronds, là, mais essentiellement. Le Consortium national de formation en santé offre des programmes de formation pour des professionnels de la santé en français dans différentes institutions de formation au Canada, dans des collèges et universités. Ces gens-là, une fois qu'ils sont formés en français, ben, ils vont ils vont vouloir travailler en français, ou du moins pouvoir évidemment mettre leurs compétences linguistiques à profit. Pour que ça arrive, on a besoin de travailler les systèmes de santé, puis travailler la place que ces gens-là peuvent avoir dans les établissements, travailler les modèles de prestation de services. Bref, le CNFS fait de la formation professionnelle, puis la SSF travaille l'environnement dans lequel ces professionnels-là vont travailler. C'est une relation symbiotique qui fonctionne très bien depuis 2007, depuis avant 2007, là, mais je pense que ça a été mis en évidence à ce moment-là. Ce qui m'emmène évidemment à la création de la SSF. Je reviens en 2002. Donc, la SSF, c'est un organisme pan-canadien à but non lucratif qui a été créé en 2002. 2002, j'allume le petit lampion. Là, on est en 2020 aujourd'hui. On va bientôt célébrer nos 20 ans. Et puis, on prépare des annonces à ce niveau-ci. J'aurais bien hâte de vous reparler l'an prochain, vous parler du 20e anniversaire de la Société santé en français qui s'en vient. Donc, la mission de la SSF, c'est évidemment d'appuyer les réseaux de santé en français dans leur mandat, d'augmenter l'accès et d'accroître l'offre de services en français. C'est une mission, c'est pas exactement la mission là, telle quelle. C'est une mission, je vous la présente plus dans mes propres mots, là, mais j'y reviendrai aussi. La façon que cette mission-là s'articule, il y a 4 grands axes qu'on a clarifiés dans la dernière carte stratégique de la Société santé en français. J'espère qu'à la fin des présentations, vous aurez une meilleure idée de comment cet appui-là de la SSF est fait au niveau des réseaux. Troisièmement, ben, dans la question de la SSF, il y avait une reconnaissance de ce que nous, on appelle la géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des différences régionales fondamentales d'une région à l'autre du Canada. Par différences régionales, ça peut être des différences au niveau des besoins de santé, ça peut être des différences au niveau des données démographiques, ça peut être des différences au niveau des contextes légaux, ça peut être des différences au niveau de l'organisation des systèmes. Bref, on ne peut pas, s'il y avait une reconnaissance dès 2002 que le one size fits all, l'approche cookie-cutter, ne fonctionnerait pas pour la santé en français au Canada. Évidemment, donc là, il y avait un besoin d'avoir une sorte de secrétariat national capable d'appuyer des organes provinciaux et territoriaux qui, eux, reflètent cette géométrie variable sur le terrain. Il y avait une intention de complémenter le système de santé provincial ou territorial à l'époque. Puis complémenter, prenons-le avec un grain de sel, dans le sens que l'intention, je pense que c'est clair pour tout le monde ici, mais on ne pourra pas créer en santé en français un système parallèle au système majoritaire là, où tous les services sont disponibles en français. L'aspect de complémenter, c'est de dire, ben, sachant qu'on ne peut pas créer un système parallèle, ben, on va aller agir là où il y a des points de pression, là où il y a vraiment des gains à aller chercher. Donc, on a vraiment un rôle d'aller complémenter le système. Dans le mot complémenter aussi, c'est important de lire qu'on n'est pas là pour argumenter avec les systèmes de santé. La Société santé en français a vraiment été fondée dans une perspective d'appui des systèmes, de renforcement des capacités et non pas de contestation ou de revendication. Ça, c'est important de le mentionner. Juste qu'on comprenne un peu, un peu la marge de manœuvre qu'on a à la SSF. Dans la création de la SSF, on avait la nécessité d'un effort concerté pour regrouper les 5 catégories de partenaires. Je vais être bien fatigant, je vais revenir souvent au niveau des 5 catégories de partenaires. C'est fondamental au modèle d'affaires de la Société santé en français et c'est tiré d'un modèle de l'OMS. Très brièvement, de façon très brève, ce que ça veut dire, c'est que pour atteindre des changements au système de santé, puis pour que ces changements-là améliore la qualité des services disponibles pour les gens. Ça prend 5 types de parties prenantes des systèmes de santé autour de la même table qui dialoguent ensemble et qui bâtissent ces solutions-là. Ces 5 catégories-là, j'y reviendrai plus tard dans le modèle de réseautage. Je reviendrai plus tard. Finalement, en 2003, on s'est donné une clé de répartition. Une clé de répartition, c'est très opérationnel, mais c'est essentiellement comment diviser le financement entre la société et les réseaux. Je vous dirais, je pense qu'on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les bonnes ententes, les bons processus, c'est très important dans la relation qu'on a avec vous. Donc, il y a une première clé. Je le mentionne parce que ça a été important et ça a duré. Je pense que cette clé-là a été appliquée pendant une quinzaine d'années après. Avant qu'on tombe sur la structure de la gouvernance de la SSF, je prendrais peut-être très rapidement, y a-t-il des questions sur l'historique, des petits commentaires, des choses pour bonifier un peu l'historique de la société? Là, je vais peut-être prendre 2-3 interventions avant qu'on procède. Si vous avez quelque chose, que c'est une question ou un commentaire, je vous inviterai à lever la main à ce moment-ci. Sinon, je poursuis.
Je ne vois personne. Je vais poursuivre. S'il y a des questions d'ailleurs sur ça qui viennent plus tard en tête, n'hésitez pas, on peut y revenir. Je connais le contenu. Ça va bien. OK. Antoine, j'aurais une Oui, oui, oui. question. Certainement, Claude, vas-y. J'aimerais avoir que tu parles un peu des premières personnes à la présidence de la SSF. C'est Ouf. peut-être bien de connaître un peu les visages associés à la SSF. C'est une très bonne question, Claude. Je me prends une note ici. Je ne veux pas aller en ad-lib à ce niveau-ci. Je pense que c'est mieux si je te reviens avec un peu plus d'informations à ce niveau-ci que j'aurai eu le temps de rechercher, puis je m'assurer que ce soit de la bonne information. Euh, Juste mentionner, je sais qu'autour de la table ici, puis là, je veux pas pointer du doigt personne, c'est pas de question de faire de l'âgisme ou de pointer du doigt, mais il y a des gens qui sont autour de la table ici qui étaient là en 2002 à la création de la société. Donc merci. Merci si vous êtes encore dans le mouvement. Claude, je note très bien ta question. Je vais rajouter cette information-là pour les prochaines éditions quand j'aurai eu la chance de faire la recherche. Merci beaucoup. OK, je vais continuer au niveau de la structure de gouvernance de la société. Donc là, structure de gouvernance, ce n'est pas toujours les aspects les plus fascinants de parler d'une structure de gouvernance, mais c'est important pour moi que vous compreniez comment nous, au niveau de notre structure interne, la société est bien organisée. Donc, je vous le mentionne en ordre, si on veut, d'importance. Donc, évidemment, l'Assemblée générale de la Société Santé, c'est l'organe suprême, c'est l'Assemblée souveraine de la société. Notre Assemblée générale, c'est important de comprendre que la société fonctionne avec un modèle fédératif, c'est-à-dire que notre Assemblée générale est composée de délégués de nos réseaux membres. On a 16 réseaux membres inscrits. Les réseaux membres ont dans les statuts règlements des responsabilités qui sont indiquées. Donc, on a 16 réseaux membres qui choisissent chacun 5 délégués. Là, le mot 5, ceux qui font le lien avec ma présentation précédente, je mentionnais 5 groupes de partenaires. Il y a 5 délégués ici. Ce n'est pas une surprise. Ces délégués-là ont un mandat de représenter la perspective de chacun des 5 types de partenaires des parties prenantes des systèmes de santé. Donc, les réseaux en choisissent 5. Ils envoient tout ça à l'Assemblée générale. On a une Assemblée générale de 80 membres. À partir de ces 80 membres-là, on élit une présidence. Donc, la présidence est élue directement par l'ensemble des délégués. On élit également un conseil d'administration. Notre conseil d'administration comprend 16 membres et une présidence pour un total de 17. Donc, 16 membres, 16 réseaux, approche fédérative. Je pense que vous commencez à faire la synergie entre les morceaux. Essentiellement, le conseil d'administration est composé de membres désignés ou recommandés par les réseaux de santé en français et entérinés par l'Assemblée générale annuelle. Donc, tous les membres de la société sont passés, ils ont été délégués du réseau, ils ont été sélectionnés par le réseau pour être en nomination pour devenir membres du conseil d'administration et ils ont été élus par les délégués au niveau de l'AGA. Il y en a beaucoup de membres observateurs aussi sans droit de vote, que ce soit des gens au niveau du Consortium national de formation en santé, que ce soit au niveau de Santé Canada, que ce soit d'autres partenaires ponctuels qui viennent ici. Au niveau du conseil d'administration, il y a différents comités qui dirigent un peu les activités courantes. Donc, on a un comité de direction qui est essentiellement un comité exécutif. On a un comité d'évaluation et de recherche. On a un comité sur la gouvernance et on a un comité de finances, d'audit et de ressources humaines. Je pense que les comités sont assez explicites dans leur nom. Je pense que vous pouvez deviner qu'est-ce que chacun de ces comités-là font. Mais s'il y a des questions plus particulières, ça me fera plaisir de les prendre. Finalement, je le mentionne, je l'ai mis à structure de gouvernance, même si je le dis tout de suite en entrée de jeu. La dernière point, la table des directions générales, n'est pas une instance décisionnelle, n'est pas une instance officielle de gouvernance. Mais je le mentionne ici parce que la table des directions générales joue un rôle fondamental dans l'identification des enjeux. Donc, la table des directions générales, ce que c'est une rencontre mensuelle qui existe en toutes les directions générales des 16 réseaux et de la Société Santé en français. Ça a un mandat d'opérationnalisation des activités, d'identification des enjeux, de formation, de développement de capacité. Ça arrive de façon mensuelle. Je le mentionne ici dans la structure de gouvernance parce que, étant l'organe qui a le suivi des activités, il y a nécessairement de la priorisation qui arrive à ce niveau-là, il y a de la réflexion stratégique qui arrive à cette table-là et ça a beaucoup d'incidence sur la façon le conseil d'administration va aborder les questions. Je vous dirais, moi, souvent j'ai besoin d'indiquer au conseil d'administration un peu c'est quoi la perspective autour de la table des DG. Donc, je l'ai écrit ici. Juste un petit rappel de vous mettre en sourdine si ce n'est pas déjà fait pour le bénéfice de tout le monde autour de la table. OK, j'arrive à un minuscule historique. Là, c'est l'historique de la SSF, je ne reviens pas en arrière, c'est l'historique des différents programmes qui nous ont financés. Parce que, évidemment, la SSF est un organisme national. On est financé, nous, par du financement national. Donc, je voulais vous présenter vite, c'est quoi un peu notre parcours avec les différents programmes de langues officielles qui ont existé et un peu qu'est-ce que ça a eu comme incidence, là, nous, sur la Société Santé en français. Donc, dès nos débuts, on a été financé par ce qu'on lui a été appelé, ce qui était surnommé le plan Dion, qui était le premier plan d'action sur les langues officielles
officielles, qui est sorti pour 2003-2008. L'argent, ce plan-là présentait des investissements pour les langues officielles. Ça l'a permis, dans notre cas, la création des réseaux. Ça l'a permis de lancer une première planification qu'on a appelée Préparer le terrain et lancer les premiers projets là, de santé en français, là, les projets FASP. Je ne vais pas trop aller, je vous dirais, moi, la première année, les premiers 2003-2008, je n'étais évidemment pas à la SSF à cette époque-là. Moi, en lisant les documents, en retournant c'était vraiment une phase de structuration, d'apprendre à c'est quoi le domaine du possible. Faut savoir, nous, maintenant, on a presque 20 ans d'expérience. À l'époque, c'était pas le cas, évidemment. Et donc vraiment, là, structuration là, de ce que c'est le mouvement de la santé en français. De 2008 à 2013, c'était la première feuille de route pour les langues officielles. Donc, le nom change. C'est un gouvernement conservateur à cette époque-là. C'était le gouvernement Harper. Donc, la première route pour les langues officielles nous a permis d'un peu de faire l'expansion de l'action de la SSF et des réseaux. On a lancé à cette époque-là 72 projets de santé communautaire. Moi, ça a été d'ailleurs, moi, je suis rentré en 2011 à la Société Santé en français, donc j'ai vécu la fin de la première feuille de route. C'est certain que le changement de programme a eu une incidence sur la relation qu'on avait avec les fonctionnaires, la façon que le programme est administré. Ce qu'on a senti au niveau de la feuille de route, c'était vraiment un resserrement sur si on veut, là, les livrables et puis, qu'est-ce que les services que ça donne plutôt qu'un erreur. Donc, c'est un resserrement vraiment au niveau des processus qu'on a senti à ce niveau-là. On a terminé la deuxième feuille de route en 2018. La deuxième feuille de route a permis de lancer la programmation Destination Santé 2018. Quand je parle de programmation Destination Santé 2018, c'est une programmation qu'on avait développée, la SSF et les réseaux de santé en français, pour faire front commun, pour avoir notre approche commune. C'est bien, on va revenir plutôt aux différents rôles. Nous, la Société, on a un rôle de coordination des activités nationales, donc s'assurer que le plus possible, les actions des réseaux soient complémentaires. Et ça l'a permis en 2013-2018 de développer ce qui avait été appelé l'approche par dossier levier. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot dossier deuxième fois tout de suite après, j'ai dû mélanger. Bon, mais l'approche par dossier levier, c'était de se dire, vous regardez en 2008-2013, on avait financé 72 projets de santé communautaire. C'est bien de financer 72 projets, mais les financements disponibles ne sont jamais énormes. Et puis, 72 projets, ça fait beaucoup de division du financement pour amener à des initiatives nécessairement qui sont un peu plus petites. En 2013-2018, il y a une intention d'aller cibler précisément 7 dossiers leviers qui avaient été jugés comme ayant le plus de potentiel. Donc, c'était vraiment une approche de dire on va arrêter la multiplication des projets, puis on va essayer de faire une approche où on va cibler moins de projets, mais de plus grande envergure, mieux attachés, puis mieux ficelés, mieux coordonnés. Ça nous amène maintenant donc au plan d'action pour les langues officielles 18-23, qui est la période actuelle. Présentement, on a une programmation qui s'appelle Parcours Santé 18-23. Je vais vous la présenter un petit peu plus tard. Chose importante à noter pour le plan d'action actuel, ça nous a permis, nous, d'aller chercher 2 nouveaux bailleurs de fonds à la Société Santé en français, l'Agence de la santé publique du Canada et l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc ça, c'est les 4 grands programmes qui nous ont financés et on anticipe évidemment un 5e programme de 2023 à 2028 qui s'appellerait, dépendant du gouvernement, la 3e feuille de route ou le 3e plan d'action. On se croise les doigts, ça va être bien intéressant et puis je vous partagerai quelques approches qu'on a préparées pour ce renouvellement-là. Pourquoi ces programmes-là existent? Je veux vous mentionner l'article 41 de la partie 7 de la loi sur les langues officielles. Puis là, c'est du langage légal. C'est juste vraiment important que vous sachiez que d'où cet article-là. La partie 7 de la loi, c'est vraiment l'épanouissement des minorités francophones anglophones. Dans la loi sur les langues, sur la loi sur les langues officielles, il y a beaucoup d'articles qui vont concerner les responsabilités et les devoirs du gouvernement fédéral à donner les services, puis à s'exprimer, puis à communiquer et tout. La partie 7, c'est l'aspect de la loi qui dit, ça va au-delà de la traduction, ça va au-delà de la langue d'usage au travail pour avoir une société qui est réellement, où les langues officielles sont pleinement reconnues. Ça prend des mesures positives qui sont mises en place, qui favorisent l'épanouissement des minorités francophones anglophones, qui appuient leur développement, qui promeut leur pleine reconnaissance et la pleine reconnaissance du français et de l'anglais. La partie 7, c'est donc très important pour nous de la faire bien comprendre. Nous, on a, je dirais même au niveau des fonctionnaires fédéraux, on a souvent besoin de l'expliquer, la partie de la loi sur les langues officielles. On a eu besoin de l'expliquer, entre autres, à des gens comme le champion des langues officielles de Santé Canada. Il y a une incompréhension. Les gens, au niveau des institutions fédérales, se limitent beaucoup à il faut que tout soit des langues officielles. La loi sur les langues officielles va un peu plus loin. Et
ultimement, ce que nous, on se rend bien compte, c'est que Santé Canada se fie à des organismes comme nous. Patrimoine canadien se fie à des organismes francophones pour atteindre l'épanouissement des minorités francophones et anglophones. Donc, beaucoup des financements qui nous financent visent, entre autres, à les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en vertu de la partie 7 de la loi. Je voulais juste le mentionner, je trouve ça important de revenir à la loi sur les langues officielles, c'est quand même un document fondateur. Et puis, on sait en ce moment, il y a des efforts au niveau national pour moderniser la loi sur les langues officielles. On verra si cette partie-là de la présentation demeure pertinente une fois que cette modernisation-là sera atteinte. Mais pour l'instant, c'est la partie 7 qu'on a. Je veux tomber dans les prochaines diapositives au niveau de la programmation des activités qui sont réalisées au niveau de la Société Santé en français. Avant que je tombe là-dessus, est-ce qu'il y aurait des questions sur un peu les différents programmes fédéraux, les lois qui existent, un peu l'environnement, si on veut, de la politique publique au niveau de la santé en français? Là, je peux peut-être le prendre ici s'il y a des questions spécifiques à ça. Encore une fois, on peut le prendre à la fin également si ça vous vient en cours de route. Je regarde, je vais aller dans la liste des participants rapidement pour voir si j'ai quelqu'un. Je ne vois personne. Je me prends une gorgée de café. Ça vous laisse quelques secondes de plus. Super, on va avancer au prochain point. Donc là, on va commencer à parler un peu des activités, puis qu'est-ce qu'on fait vraiment à la Société Santé en français. C'est beau de parler du contexte, mais vraiment, je veux qu'on commence à se concentrer sur qu'est-ce qui est la base de notre action. Donc, je commence en vous présentant la pierre angulaire de l'action de la société et des réseaux de santé en français, c'est-à-dire le réseautage. Le réseautage, c'est plus que du networking. Tu sais, quand on traduit en anglais, ça se traduit par networking. Puis networking, ça a une connotation de je vais aller dans un meeting, rencontrer du monde, me faire des liens, puis tu sais, bonifier mon petit black book. C'est pas ça qu'on entend par le réseautage ici. Ce que nous, on entend par le réseautage, c'est un point de convergence. C'est de s'assurer qu'il y ait une convergence des différents intervenants du secteur de la santé. Je vous mentionnais à répétition tantôt les 5 partenaires. Bien, les voici. Donc, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait publié en 2001 un modèle qui s'appelait Vers l'unité pour la santé. Vers l'unité pour la santé, ça découlait d'une constatation que dans les années 90, il y a énormément de pays occidentaux qui ont essayé des réformes des systèmes de santé qui ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Bien, l'OMS s'est questionné là-dessus et ils se sont rendus compte que c'était beaucoup des manques de synergie, c'était beaucoup parce qu'il y avait un de ces partenaires qui ne manquait pas et eux proposent un modèle qui est celui-ci. Et eux, ce qu'ils disent, c'est si vous avez ces 5 personnes autour de la table, vous êtes capable de les engager dans un dialogue réel, puis vous êtes capable de planifier là, un système de santé qui tient compte des réalités de ces 5 groupes-là, vous aurez une réforme des systèmes de santé, vous aurez des transformations des systèmes de santé qui répondent aux besoins des gens. Donc ça, c'est la thèse là, de Vers l'unité pour la santé que la société met en œuvre depuis 2002. Quand je parle de point de convergence, ben, le travail de réseautage, c'est beaucoup de sensibilisation, donc vraiment faire connaître les différents enjeux de la santé en français. Mais évidemment, beaucoup de travail de mobilisation pour obtenir des reconnaissances, pour aller engager les systèmes de santé. Quand je parle de mobilisation, je veux juste faire un lien très important ici. La société, si vous voulez voir la société là-dedans, on se retrouve peut-être au milieu des 5 triangles. Les réseaux de santé en français se retrouvent au milieu des 5 triangles. Le rôle de la société des réseaux n'est pas de s'assurer d'avoir un lien d'un à un avec chacun de ces 5 groupes de partenaires-là, mais c'est vraiment d'encourager des liens de partenaire à partenaire dans le sein de ce pentagramme-là. Donc vraiment, là on a 5 pastilles ici, 5 triangles, mais il faudrait vraiment les voir, si vous avez vraiment déjà vu le graphique, ceux qui voient des vieux documents de la société, il faudrait vraiment connecter chacun de ces triangles-là avec chacun des autres triangles. C'est vraiment dans l'interaction entre les partenaires qu'on fait converger vers un système de santé qui répond mieux aux besoins des gens. Donc, vraiment, juste de voir le réseautage comme étant pas nécessairement la SSF ou les réseaux comme un point central, mais comme un adjudant, quelqu'un qui va aller aider ces partenaires-là à maintenir des liens puis dialoguer entre eux. Évidemment, souvent, il va y avoir un rôle, si on veut, un point de contact central que le réseau, que la société va jouer, c'est-à-dire qu'il va s'assurer, mettons, de mettre en place des espaces de concertation, mettre en place les bonnes façons pour ces partenaires-là de discuter. Mais vraiment, l'intention du réseautage, c'est que ces gens-là échangent entre eux. Le réseautage, c'est vraiment, je mets mettre en œuvre des initiatives, des projets, c'est assez vague ici, mais c'est une bonne partie du réseautage. Donc, c'est vraiment, le réseautage, moi, je le conçois de 2 façons. Il y a vraiment l'activité de concertation des partenaires, mais il y a tout un volet de concertation des connaissances qui sont développées. Donc, la société, c'est ce que nous, on appelle à la société la mobilisation des connaissances. Par mobilisation, ce qu'on implique, c'est que c'est plus que juste la partager. Il faut l'intégrer, il faut l'adapter, il faut la recommuniquer, la repackager, il faut s'assurer qu'elle soit bien comprise par les gens. Donc, pour s'assurer que les connaissances soient le plus pertinentes possible, c'est un travail de mobilisation de ces connaissances-là qui dépasse simplement la diffusion,
C'est une distinction importante qu'on fait. Puis on a d'ailleurs une super stratégie disponible. Écrivez-moi si ça vous tente de la voir. Et je dis finalement, le réseautage, moi, dans ma conception, en fonction de l'expérience que j'ai dans la période actuelle, le réseautage, vraiment, là, sa fonction, c'est un renforcement de capacité sur 2 volets. Puis les capacités, c'est large là, comme mot, mais les 2 volets sont les suivants: les capacités des systèmes de santé, mais les capacités des communautés également. Puis ça, c'est important en parcours santé. Et puis vraiment, le réseautage, dans la conception qu'on en a à la SSF, ça vise à renforcer les capacités sur ces 2 côtés-là. J'arrive, peut-être, j'essaie de défiler. OK, je vous présente vite les réseaux de santé en français parce que c'est quand même important. On en a 16. Je vais vous présenter une belle petite carte ici. Vous avez où chacun des réseaux sont situés. Je vous emmène simplement quelques particularités. Donc, 16 réseaux présents dans 10 provinces, 2 territoires, 9 provinces, 2 territoires, 3 territoires. Voyons, pas capable de compter ce matin. 9 provinces, 3 territoires pour un total de 12. On en a 3 en Ontario en raison de la population. On a un demi-million de francophones en Ontario. On en a 3 au Nouveau-Brunswick. Il y a un quart de million de francophones au Nouveau-Brunswick, ce qui arrive à un total de 16. Si vous ne connaissez pas, vous devriez tous connaître votre réseau. En fait, je pense que vous êtes tous déjà impliqués au niveau de votre réseau de santé en français, mais ça vous permet de voir sont où tous vos collègues partout au pays. OK. Vision, mission, j'y reviens plus tard. Je ne fais pas ça tout de suite, j'y reviens plus tard. Je veux parler du rôle d'un réseau de santé en français puis du rôle de la Société de santé en français. Là, le rôle d'un réseau de santé en français, je le prends très sommairement. Là, je pense que c'est beaucoup l'aspect pour beaucoup des gens autour de la table ici. Le rôle du réseau est relativement clair. Je pense que votre proximité est beaucoup avec votre réseau plutôt qu'avec la SSF. Mais essentiellement, le réseau a un rôle de réseautage avec et entre ces 5 groupes de partenaires, de mobiliser les connaissances et les besoins des... Là, j'utilise un acronyme ici, mes excuses, mais le mot CFASM, c'est pour Communauté francophone et acadienne en situation minoritaire. Mes excuses pour les acronymes. Équiper, outiller, soutenir les partenaires dans la prise de décision et la mise en œuvre de mesures pour répondre aux besoins des communautés francophones et acadiennes. Et finalement, d'administrer la saine gestion des ressources qui inclut la gestion des projets, renforcement des capacités internes de l'organisation. Là, je coupe les coins bien ronds là, parce que les réseaux en font, je préfère 3 slides sur ce que les réseaux font. Je voulais vraiment plutôt vous présenter sommairement ce qui est fait au niveau des réseaux pour juxtaposer, faire la contraste avec ce qui est fait au niveau du secrétariat national de la Société de santé en français. Donc, évidemment, nous, au niveau de la Société de santé en français, on n'a pas la même proximité avec les communautés francophones. Donc, évidemment, notre rôle est distinct et complémentaire à celui des réseaux. Donc, nous, notre rôle, c'est d'être une plateforme de collaboration et de connexion entre les instances de la SSF. Puis, instances, j'en ai mentionné plusieurs tantôt. On a différents comités, il y a une table des DG, on a les réseaux, on a le CA. Bon, il y a beaucoup d'instances en place. Donc, vraiment, de maintenir en place ces instances-là. On fait de l'appui aux 16 réseaux provinciaux, territoriaux, régionaux. L'appui, j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai bien hâte à la toute fin. Je vous présente un peu le cadre stratégique 2025 de la Société santé en français, qui est vraiment là, la nouveauté, si on veut, là, puis ce qui nous permet de mettre en place des actions que moi, je trouve extrêmement intéressantes. Fait qu'au niveau de l'appui des réseaux, j'y reviendrai un peu plus tard tantôt. Réseautage avec les 5 catégories de partenaires au plan national. Évidemment, nous, on s'occupe de réseauter. Je mentionnais les 5 groupes de partenaires tantôt. Bien, ces gens-là existent dans les systèmes de santé provinciaux territoriaux. Ces gens-là existent au niveau national aussi, parfois un peu différents. Évidemment, là, mettons, les gestionnaires d'établissements de santé, c'est un peu plus dur au niveau national, sachant que la gestion des établissements de santé, c'est une dimension provinciale. Mais il y a d'autres organismes impliqués dans l'amélioration des systèmes de santé, comme je pense à la Fondation canadienne pour la sécurité des patients, ou d'autres groupes comme ça, qui ont un rôle complémentaire au niveau de la gestion des systèmes de santé. Donc, on s'assure, nous, au niveau national, de maintenir les liens avec ces gens-là et entre ces gens-là lorsque pertinent. Au niveau national, à la Société, on fait de la planification, de la mise en œuvre, de la coordination de projets nationaux et on appuie à des projets provinciaux et territoriaux également. Donc, on met en place, j'aiderai un peu tantôt, je présente certains des projets qu'on a sur la table. Donc, nous, on s'assure de se faire la coordination. Parfois, puis souvent, je vous dirais même, la coordination des projets nationaux, on va s'allier avec un réseau de santé en français qui a une expertise dans ce domaine-là pour que le réseau nous donne un appui un peu sur mesure là, en fonction du projet. Ce qui est une tactique qui visait à renforcer les capacités au niveau des réseaux puis s'assurer qu'on ne centralise pas toutes les ressources à la Société de santé en français. Évaluation de l'impact de nos actions, c'est notre rôle de s'assurer de l'évaluation d'impact. Puis ici, c'est important, je veux faire le lien entre l'évaluation de l'impact que vous avez à ce point-ci, puis le dernier point dans la liste qui dit reddition de compte. L'évaluation de l'impact, ça dépasse compter les billes puis faire des rapports pour le ministère. L'évaluation de l'impact, c'est de se questionner
ce qu'on a mis en place réalise, est-ce qu'on atteint vraiment nos actions? Je mentionnais tantôt notre mission là, qui était d'augmenter l'accès aux services de santé. Bien, est-ce que la stratégie qu'on s'est donnée l'atteint réellement? Puis quoi dans les actions, lesquelles de nos actions sont les plus porteuses? Bref, vraiment une capacité de s'évaluer en continu dans une perspective d'amélioration. Au niveau national, on s'occupe évidemment de poursuivre la stratégie de mobilisation des connaissances. On a beaucoup d'activités à ce niveau-là, que ce soit un portail de documentation en ligne, que ce soit des offres de webinaires, que ce soit de la publication de recherche, l'appui à de la recherche. Il y a plein de choses. On a une infolettre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en mobilisation des connaissances qu'on veut renforcer à la société. Au niveau de la Société Santé en français, on a évidemment un rôle de sensibilisation d'influence auprès des décideurs politiques nationaux. C'est un des 5 groupes de partenaires. Par décideurs politiques, ça comprend autant, pensons dans une perspective de politique publique, donc autant des fonctionnaires que des politiciens, des ministres. Bon, je pense que c'est vraiment les 2 groupes. Maintien d'une saine gouvernance et d'une bonne gestion des ressources. Notre financement à la Société Santé en français découle des contribuables. Nous, notre argent qu'on reçoit du ministère de la Santé, puis de l'Agence de la santé publique, puis d'Immigration au Canada, bien, c'est de l'argent des contribuables canadiens. Donc, on a un mandat, c'est une responsabilité morale de s'assurer qu'on gère bien ces fonds-là, puis qu'on les investisse aux bons endroits, puis qu'on ait une saine gouvernance pour associer ça. Et finalement, on a un rôle de reddition de comptes au bailleur de fonds. Donc, s'assurer que le bailleur de fonds soit bien informé des avancées des projets, des suivis de son investissement. La relation qu'on a avec nos bailleurs de fonds, c'est une relation où le gouvernement est un peu il investit dans la société pour réaliser des actions. Donc, vraiment, là, on s'assure, nous, que ces gens-là soient maintenus, soient gardés bien contents et heureux en cours de route. La programmation Parcours Santé, je vais vous présenter pas toute la programmation. Vous pouvez aller sur le site web de la Société Santé en français pour avoir plus d'informations là-dessus, mais je vais au moins vous présenter les 5 pastilles qui sont un peu nos 5 destinations. Qui sont quand même très pertinentes, qui sont beaucoup présentes dans les efforts de communication. Donc, ça, ce que vous avez, c'est simplement le visuel qu'on a pour Parcours Santé. C'est important pour moi de réitérer que Parcours Santé, c'est le produit d'une discussion qui avait lieu entre la Société Santé en français et les réseaux de santé en français. Donc, vraiment, c'est pas nous qui l'ont pondu tout seul. Moi, je me souviens de plusieurs retraites qu'on a fait avec la table des directions générales. On était dans un sous-sol, dans un hôtel dans le sud de l'Ontario, puis on dessinait un peu les différents morceaux de quoi pourrait avoir là la programmation. C'est vraiment un produit qui a été bâti de façon conjointe. C'est pas, je vous dirais, il y a eu beaucoup, comme à chacune des programmations qu'on met de l'avant, il y a des apprentissages en cours de route. Puis la fin de la programmation, on n'est toujours pas à la même place où on pensait qu'on allait être. Mais c'est vraiment important qu'on se rattache à ça dans les choses qu'on met en œuvre pour s'assurer qu'on soit conséquent puis complémentaire aux actions des réseaux. La programmation commune, vraiment, c'est un peu notre contrat social avec les différents réseaux de santé en France. Donc, les 5 destinations, beaucoup de contenu, il y a beaucoup de couleurs. Je vais les dire très, 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 très rapidement, mais je vous les présente les 5 destinations simplement parce que c'est une façon de catégoriser un peu les différentes actions qui sont faites au niveau de la Société Santé en français. Puis, je vous mentionnais tantôt le réseautage, la mobilisation des connaissances. Gardons que ça existe en tête, mais là, tournons-nous vers 5 destinations qui sont beaucoup appuyées ici, ces destinations-là, par du financement ponctuel de projets. On va aller appuyer des réseaux de santé en français puis des partenaires à mettre en œuvre des actions pour atteindre ces choses-là. Donc, nos 5 destinations, ce qu'on aimerait avoir atteint d'ici 2023. Premièrement, en jaune, la captation de la variable linguistique. Donc, que la variable linguistique est captée systématiquement dans les provinces et territoires pour accéder aux données probantes qui favorisent la planification et la prise de décision éclairée. Il y a un mot-clé ici là, pour les gens qui ne sont pas habitués à notre jargon, le mot variable linguistique, les mots variable linguistique. Ce qu'on entend par variable linguistique, c'est de... admettons qu'il y a une utilisation, admettons qu'un francophone se présente dans un point de service puis demande une utilisation, demande ses services en français. Cette donnée-là est-elle captée? Dans un formulaire où quelqu'un demande, mettons un formulaire d'admission dans un centre de santé communautaire, est-ce que ce formulaire-là capte l'identité linguistique du patient? Par variable linguistique, on veut dire une donnée collectée qu'on est capable d'avoir ceux qui nous informent sur la langue parlée ou la langue de service demandée par la personne. À l'île du Prince-Édouard, la variable linguistique est captée dans leur carte santé. Ça, je donne un exemple. La carte santé qui a été adaptée. Donc, maintenant, quand les gens remplissent leur carte santé, ils sont demandés leur langue de service désirée, puis leur langue maternelle. Ça, c'est capter la variable linguistique. La variable linguistique, ce n'est pas nécessairement au niveau de la personne puis au niveau du patient ou de l'usager des systèmes de santé. La variable linguistique peut être au niveau de l'offre de services de santé, donc au sein des établissements. Est-ce que ces gens-là comptent, est-ce que les gens savent, mettons, dans leurs employés, lesquels ont les attitudes, lesquels sont aptes à offrir des services de santé en français?
Est-ce que c'est capté ou non? Si c'est capté, bien là, on pense que la variable linguistique, elle est captée. Donc, quand vous entendez variable linguistique, entendez, est-ce qu'on est capable de savoir s'il y a des aspects en français dans la prestation des services ou dans l'utilisation des services? Deuxième point, les ressources humaines mobilisées, outillées, valorisées, offrant des services de santé en français. Je pense que lui est quand même assez clair. Je ne pense pas qu'il y a de mots-clés ou de mots un peu de langage un peu plus de jargon. Essentiellement, nous, on veut vraiment s'assurer que les ressources humaines en santé sentent que leurs capacités langagières sont soit valorisées, renforcées, outillées. On veut s'assurer que ces gens-là voient qu'ils appartiennent à plus. Ce n'est pas leur bataille individuelle à faire. Ils rentrent dans un courant national pour améliorer les services de santé en français. On veut que ces gens-là se sentent mobilisés et qu'ils s'engagent encore plus. Donc, vraiment, on travaille avec les réseaux pour ça. Troisième partie, les normes d'accès linguistique. Donc, les établissements, les programmes, les politiques de santé démontrent qu'il a la capacité d'offrir des services de santé de qualité sécuritaire en français conformément à des normes d'accessibilité linguistique. Celui-là, c'est moins ouvert dans le sens que c'est beaucoup plus spécifique à un dossier qu'on a sur les normes linguistiques. Mais essentiellement, c'est vraiment, les normes linguistiques, c'est de ça. Mettons, vous allez je vais utiliser des exemples des hôpitaux. Je sais que ce n'est pas les seuls exemples, c'est juste ils sont très faciles à sortir. Vous allez dans un hôpital, il y a des normes sur l'hygiène des mains, mettons. Donc, il y a des normes pour que tous les gens dans l'hôpital se lavent les mains après certaines. Bon. Et ça, ces normes-là sont écrites et les hôpitaux doivent s'assurer de rencontrer une série d'exigences pour pouvoir démontrer qu'ils ont atteint cette norme-là. Nous, on a développé avec HSO, qui c'est un organisme, c'est Health Standards Organization, l'Organisation des normes en santé. On a développé un programme de reconnaissance pour des établissements de santé qui veulent savoir le checkmark de dire, moi, j'offre mes services conformément à des normes d'accessibilité linguistique. Donc, on a une série de benchmarks en place. On a, là, à ce moment-ci, sur le dossier des normes, le programme de reconnaissance existe. Ça a été monté. On a finalisé des projets pilotes où on est allé dans certains établissements clés pour voir si ça fonctionnait. Maintenant, on est en dialogue avec Agrément Canada, qui est un organisme national qui va s'occuper de déployer ces normes-là aux différentes institutions pour qu'après ça, les institutions de santé du Canada qui veulent aller démontrer qu'ils offrent des bons services pour les communautés linguistiques, peuvent aller chercher cette norme. Quatrième, des services programmes de santé en français accessibles, adaptés, offerts activement au Canada. Je pense que c'est assez clair. C'est vraiment un focus sur les services. Le focus sur les services, c'est dans la mission de la Société Santé en français. Puis je vous dirais en toute transparence, c'est beaucoup quelque chose que le Santé Canada veut voir. La question des services, des programmes. Est-ce qu'on est capable de compter? Là, y a-t-il plus de francophones qui ont accès aux services? Y a-t-il plus de services? Y a-t-il plus de... C'est vraiment là un focus sur l'accès à ces services-là, puis la prestation des services. Je vous dirais, ça ici, ça va parler à beaucoup d'autres groupes qui dépassent la santé. Je pense que pour vivre en français au Canada, l'accès aux services est souvent un obstacle. Les services fédéraux sont souvent, je ne dirais pas tout le temps, mais sont souvent disponibles dans les deux langues. Mais au niveau des services provinciaux, quand c'est la santé, quand c'est la justice, quand c'est même dans certains cas, là, des services d'emploi, la langue est parfois un obstacle. Donc, je dirais que quand on parle de services, ça nous ouvre des portes à d'autres organismes et à des dialogues intéressants. Finalement, cinquième partie, des communautés francophones acadiennes en situation minoritaire engagées et outillées à agir sur leur santé et leur mieux-être en français. Moi, je le trouve extrêmement important, celui-là. Je vous dirais, c'est le point qui est le plus difficile d'aller chercher du financement de façon continue, permanente. Cependant, moi, je l'ai vu vous l'avez vu dans les 6-7 derniers mois, là, on n'aurait pas réussi à aplanir la courbe de la COVID si les communautés du Canada ne s'étaient pas engagées dans la solution. Pour moi, cette partie-là, elle est extrêmement importante. La santé, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement curatif. C'est absolument important qu'on puisse bâtir puis encourager au sein de nos communautés des bonnes habitudes, que ces communautés-là se sentent outillées puis engagées à vraiment prendre en main leur santé. Puis on sait de toute façon qu'une meilleure prise en charge de sa santé, ça mène à des meilleurs résultats de santé, puis ça mène à de meilleures expériences dans les systèmes de santé. Donc, vraiment, ici, ça, c'est une des parties là, que je ne veux pas perdre de vue dans la société. J'avance, puis là, je ne sais même pas, je suis rendu à combien de pages. Je suis rendu à... j'ai presque terminé la présentation. J'avais dit 30 à 40 minutes, je suis à 45, je pense que je suis dans mes temps. Modèle logique de parcours santé. Un modèle logique,
c'est plate à lire. Je m'excuse. Il fallait vraiment que je vous le mette devant les yeux. Un modèle logique, je ne sais pas si je vais assumer qu'il y a au moins une personne dans la salle qui n'est pas super familier ou familière avec c'est quoi un modèle logique. Essentiellement, un modèle logique, ce que ça dit, c'est que ça présente à partir de ton intrant, puis souvent dans notre job, l'intrant, c'est une pièce, à partir de l'argent qu'on reçoit à la Société Santé en français, comment on atteint le résultat qui est au top de modèle logique, c'est-à-dire les communautés francophones ont un meilleur accès aux services de santé en français. Donc, c'est vraiment un exercice de se dire, bien, à partir de l'argent, la ligne ici, on n'a pas mis la ligne d'intrant, on va développer des activités. Ces activités-là vont mener à des extrants. Ces extrants-là vont permettre d'atteindre des résultats immédiats. Ces résultats immédiats-là, après ça, contribuent à des résultats un peu plus élevés, qui contribuent après ça à des résultats ultimes. Donc, c'est vraiment une logique, là. Puis je vous dirais, nous, ce qu'on a rajouté dans notre modèle logique à la société pour reconnaître que, ultimement, ce n'est pas nous, à la Société Santé en français, qui vont augmenter directement l'accès aux services de santé en français. On a écrit une zone de contrôle, donc vraiment une zone du modèle logique où c'est entièrement on a entièrement le contrôle là-dessus sur où est-ce qu'on va mettre l'argent, qu'est-ce qu'on va faire comme activité, bon. Ça, on a le contrôle ici. Puis on a une zone d'influence où ça, c'est plutôt, on a une influence directe ou indirecte. Donc, on sait qu'on contribue aux résultats immédiats, mais on ne pourrait pas dire qu'on est uniquement les seuls à alimenter ce résultat-là. Il y a d'autres organismes, il y a d'autres pratiques ou d'autres dynamiques là, qui vont encourager ça. Donc, le modèle logique ici, vous l'avez. Je veux juste que vous voyez vraiment que nous, on va se concentrer dans toutes les activités de la Société Santé en français, puis des réseaux, du moins pour l'instant. On va se concentrer sur les 4 types d'extrants qui sont ici et sur les activités que vous avez en bas. Je veux ouvrir la porte à quelque chose de bien intéressant. Ce modèle logique-là a été bâti dans la période avant pour 2018-2023, dans une époque où on avait un seul bailleur de fonds qui était le Santé Canada. Le modèle logique ici, donc, quand on bâtit un modèle logique, il faut toujours se questionner à savoir si nous, quand on va bâtir notre modèle logique, est-ce qu'on va aller s'ouvrir des portes au niveau de bailleurs de fonds, des partenaires financiers qui vont trouver que notre modèle logique contribue à leur modèle logique? Bien, ce modèle logique a été évidemment bâti avec Santé Canada en tête pour s'assurer qu'on ait les bonnes attaches et qu'on puisse aller sécuriser le financement, sécuriser l'appui du fédéral. Et je vous disais en début, on a 3 bailleurs de fonds maintenant. Il y aura un bon exercice à faire au prochain modèle logique, à savoir comment est-ce qu'on va s'assurer d'intégrer, d'élargir, que le modèle logique soit suffisamment ouvert et large pour intégrer les priorités de ces différents bailleurs de fonds-là, intégrer nos priorités à nous dans le mouvement de la santé en français, puis arriver à, ultimement, un programme qui se tient. Donc, modèle logique, je voulais juste le mettre ici, comme ça, vous l'avez vu. Mission, vision, j'y reviens un peu plus tard. Antoine, oui, excuse-moi. On a M. Jacques Kenny qui a une question. Oui, M. Kenny, allez-y. Est-ce que la sourdine est activée? Oh, je ne vois pas de sourdine, je ne vous entends pas. Excuse Antoine. Allez-y, pas de problème. Si tu peux revenir à la feuille précédente où tu avais avec les priorités. Grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Parce qu'à l'item 4, si je comprends bien, là, on parle de ce que, dans le jargon que moi j'ai connu, c'était l'offre active. Yeah. Mm-hmm. Alors, qui était une destination pour la société et les réseaux. Puis, je ne suis pas certain, parce qu'on parle souvent d'offre active, mais, mais le dada, suite à ça, c'est la demande active. Puis, je ne suis pas certain si je vois ça là-dedans comme étant une des priorités. Merci pour la question. Une excellente question. En effet, l'offre active était un des dossiers leviers qu'on avait à la Société Santé en français avant. L'offre active a été reprise ici, là, dans le point 4, qu'on dit « adapter, offert activement au Canada ». Ce qu'on s'est rendu compte dans le dossier levier de l'offre active, c'est que ça ne peut pas être une dimension à part. Il faut que ça fasse partie. Ça ne peut pas être pris en silo, l'offre active, il faut que ça fasse partie de tout. C'est tellement porteur comme approche. Et donc, ça a été intégré à cette dynamique-là. Au niveau de la demande active, le point est extrêmement bon. On sait qu'un des défis qu'on a au niveau là, des services de santé en français, c'est que, bon, les services ne sont pas ouverts, sont pas offerts partout, mais aussi les gens ne les demandent pas ou n'osent pas les demander. Il y a toute une série d'enjeux là, qui amènent les gens à pas nécessairement en situation d'urgence, demander leur service en français. Mais il y a un enjeu, c'est-à-dire que la demande active, elle ne peut pas reposer ça ne peut pas être un fardeau qu'on passe aux communautés francophones. Il y a énormément de situations de santé, que ce soit des situations de santé mentale, des situations de crise, où les gens se retrouvent en position de vulnérabilité, puis ils ne peuvent pas, en position de vulnérabilité, être
des porte-paroles de la santé en français. Pour moi, je pense que la demande active, ça passe par une meilleure compréhension de ce qui est disponible, une meilleure compréhension des risques auxquels on s'expose. Il y a des risques très clairs qu'on a mis dans plusieurs recherches quand on a des enjeux de communication avec un professionnel de santé. Et moi, je le vois beaucoup au niveau de l'onglet 5, des communautés engagées et outillées. Pour moi, si on offre les bons outils, puis si on est capable de bien engager la communauté, elle va naturellement faire sa demande active. C'est vraiment, moi, je pense qu'en fond, il faut voir la demande active comme étant comment est-ce qu'on va appuyer ces gens-là à le faire, plutôt que le voir comme une responsabilité qu'on veut donner aux gens. Donc, moi, c'est un peu ma réponse. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Jacques. Bien, merci pour ta réponse. Je sais que ça a toujours été un gros problème, premièrement, de convaincre nos institutions de passer à l'idée d'offres actives, mais ensuite, c'est de convaincre la population de participer à la demande active. Alors, c'est comme l'œuf et la poule. C'est l'œuf et la poule, en effet. Et puis moi, je dirais, moi, j'ai une façon de, tu sais, dans le cycle constant d'œuf et poule, moi, j'ai une suggestion pour briser ce cycle-là. Je mentionnais tantôt au niveau de la variable linguistique qui peut être captée au niveau des cartes santé. À l'île du Prince-Édouard, comme c'est capté au niveau de la carte santé, quand les gens se présentent dans un établissement de santé puis que leur carte santé est scannée, bien, la personne d'accueil le sait, c'est quoi la langue préférée de la personne. Donc, la demande active devient quelque chose d'automatique, la personne n'a pas besoin de faire. Elle va le faire, dans le fond, sa demande active, elle va le faire à un moment, quand elle va demander dans son formulaire de carte santé que ces services, qu'elle donne préférence pour les services en français. Donc, ça enlève tous les obstacles que je vous mentionnais de vulnérabilité, d'urgence, de crise. Mais quand on le fait en amont, avant, ça permet, selon moi, c'est une des façons qu'on pourrait améliorer la demande active. Mais il y en a d'autres. Super. Oui, merci à toi. Parfait. Je vais, OK, modèle logique. J'avance ici. Donc là, je vais mentionner des modèles logiques, je vais mentionner des projets, je vais mentionner des pastilles. Là, je veux vous remettre sur le plancher des vaches. Là, voici nos trois contribuables. Voici en quelques mots-clés, qu'est-ce que ça veut dire en termes très, 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 très pratiques. Donc, nos bailleurs de fonds, on a Santé Canada. On a signé, nous, une entente de 2018 à 2023 avec eux. Avec Santé Canada, ce qu'on fait, c'est du réseautage de la mobilisation des connaissances et des projets de santé en français qui tombent dans les 5 pastilles que je vous donnais. J'ai mis en vert en dessous contribution mixte, je l'explique. Là. Je me suis questionné à savoir dans chacun de nos enveloppes, c'est pas vrai que la SSF a toujours un rôle principal. Puis c'est pas vrai que. Bon, je vais juste indiquer qui vraiment dans l'environnement canadien, dans le mouvement de la santé en français, contribue vraiment à l'atteinte ou à la mise en œuvre de ces différents partenariats-là. Donc, au niveau de Santé Canada, c'est vraiment au niveau de la SSF, des réseaux et des partenaires de la santé en français. RSF, c'est pour Réseau Santé en français. C'est un acronyme que j'utilise parfois. Donc, ça, c'est vraiment notre projet. C'est vraiment notre barre de fond de base. C'est la grande majorité du financement vient de Santé Canada. Au niveau de l'Agence de la santé publique, on a signé un contrat de 3 ans avec eux, de 19 à 2022. On s'est mené conjointement avec des partenaires nationaux. On a un groupe de 5 partenaires nationaux qui comprend l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, le Réseau de développement économique et d'emploi du Canada. On a la Commission nationale des parents francophones et on a finalement la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Puis après ça, ces 5 groupes, ces 5 partenaires au niveau nationaux, bien, ils ont des équivalences au niveau provinciaux territoriaux. Donc vraiment, le projet ici, c'est un projet en petite enfance, en santé, mené sur le terrain. J'ai écrit dans contribution, c'est une contribution mixte, mais c'est beaucoup au niveau des réseaux et des partenaires en petite enfance. Nous, au niveau de la Société Santé en français, on a un rôle plus haut niveau de coordination, de regard stratégique sur les choses, mais la grande majorité du travail arrive sur le terrain, au niveau des réseaux puis de leurs partenaires. Donc, c'est important de le préciser ici, en petite enfance en français. Et finalement, on vient de signer à la fin du mois de septembre avec Citoyenneté et Immigration Canada. Ça va permettre pour les 5 prochaines années la mise en œuvre d'actions au niveau des réseaux qui visent les renforcements des capacités en établissement. Puis l'établissement, ça veut dire l'établissement de personnes francophones immigrantes au Canada qui cherchent différents services pour mieux s'intégrer, que ce soit des services d'emploi, des services de santé, toutes sortes de services. Donc, nous, on a signé une entente avec Immigration pour renforcer les capacités des professionnels en établissement. Les réseaux de santé en français ne vont pas s'impliquer directement au niveau des immigrants, mais plutôt jouer un rôle d'appui au niveau du système qui les accueille. Et j'ai écrit ici contribution principalement au niveau des réseaux de santé en français. Nous, la Société Santé en français, là-dedans, on fait un rôle de coordination, de reddition de comptes, mais pas vraiment d'activité au niveau national. L'intégration, bien, ça se passe au niveau local.
Donc, c'est entre nos 3 bailleurs de fonds. Puis j'aimerais ça, moi, l'an prochain ou dans 2 ans, si je fais la même présentation, d'en avoir d'autres, puis commencer une multiplication, puis avoir différentes enveloppes. Mais ça c'est important pour moi de vous placer ces morceaux-là avec les différentes années que vous voyez un peu les chevauchements qui peuvent exister. J'arrive au cadre stratégique de la Société Santé en français, puis je suis très content de pouvoir le présenter. C'est assez récent dans l'environnement de la santé en français. Le cadre stratégique a été adopté en juin 2020. Il vise, ce qu'on s'est rendu compte, juin 2019, excusez-moi, c'est moins récent que ça, juin 2019, donc il y a un an et demi maintenant. Et le cadre stratégique est venu un peu d'un constat qu'on a fait à la fin de Destination Santé, de se dire, bien, on avait une belle programmation commune avec les réseaux de santé en français, on savait où on allait aller avec eux, on s'est donné parcours santé. Puis après ça, nous, à la société, on s'est dit, mais on n'a pas de plan juste pour nous, la SSF. C'est-à-dire qu'on sait où on va aller collectivement ensemble, mais on ne sait pas où que nous, on veut aller individuellement comme organisme. Donc, on s'est donné un exercice de cadre stratégique qui a mené à essentiellement là, les pastilles que vous avez à l'écran. Ce que vous avez à l'écran, ce qui est en beau, ce qui a carrément été produit par un graphiste, c'est le cadre stratégique. Ce qui a été rajouté grossièrement par moi, c'est plus ma compréhension, puis quelques points de forme sur qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets. Je commence un peu par vous présenter la vision. Donc, la vision qu'on a pour la société, c'est que les communautés francophones acadiennes en situation minoritaire ont la capacité de vivre pleinement leur santé en français. Donc, ça, c'est vraiment la vision qu'on a pour la société canadienne. Et la mission spécifique à la Société Santé en français, c'est d'être chef de file national qui facilite par son leadership collaboratif un accès équitable à des programmes et services de santé en français de qualité. Fait qu'une belle mission que j'espère pouvoir continuer à mettre en œuvre pour plusieurs années. Ça ici, ça se reflète donc dans 4 axes. Et les axes sont très distincts les uns des autres. Puis c'est pour ça que je veux un peu les décrire pour que vous compreniez bien qu'est-ce que ça signifie. Ce qu'on s'est rendu compte en faisant le cadre stratégique, c'est qu'ultimement, la société, on a beaucoup de rôles qui sont très distincts les uns des autres et qu'il va falloir qu'on joue de façon complémentaire. Le premier rôle qu'on veut jouer, c'est l'axe 1, c'est d'être une voix incontournable auprès des instances nationales pour des services de santé en français en contexte minoritaire. Ça semble évident de le dire comme ça, mais c'est important de le placer dans un cadre stratégique pour vraiment pouvoir renforcer ces actions-là. Pour moi, ce que ça veut dire, là, avec l'expérience que j'ai à la Société Santé en français, ça veut dire une société santé en français qui est mieux à l'écoute. Mieux à l'écoute, ça veut dire autant au niveau des réseaux, autant au niveau de son CA, autant au niveau des partenaires, de renforcer nos capacités d'aller collecter de l'information. Puis une SSF qui communique plus clairement. Pour être une voix incontournable auprès des instances, bien, on a un mandat de communication. Souvent, ce qu'on entend dans les communautés, c'est à Ottawa, les gens ne comprennent pas notre réalité. Je l'entends souvent, je le partage comme opinion, mais je me vois une responsabilité à la Société Santé en français. Quand quelqu'un ne comprend pas un message, l'émetteur du message a besoin de travailler un peu son message. Donc ça, c'est vraiment l'axe 1 qui va nous permettre, j'espère, de mieux jouer notre rôle de voix incontournable auprès des instances. L'axe 2 qui parle d'espace de concertation et de collaboration, c'est entre autres la table des DG, c'est entre autres les rencontres de CA, c'est entre autres les événements comme les rendez-vous, les événements connexion. Moi, ce que ça veut dire, c'est mieux utiliser les espaces communs. On a des espaces communs, puis espaces communs virtuels, là, on est quand même une organisation nationale, mais mieux les utiliser, mieux faire de travail avec les réseaux pour que la table des directions générales soit plus pertinente ou plus utile dans le travail quotidien. Mieux utiliser des occasions comme aujourd'hui pour renforcer les liens qui peuvent exister entre les différents réseaux pour la Société Santé en français. Bref, renforcer la cohésion du mouvement le plus possible. L'axe 3, chef de file d'un mouvement porteur d'impact. En passant, l'axe 2, c'est vraiment la reconnaissance qu'on a un rôle auprès des réseaux de santé en français puis du mouvement interne de la santé en français. L'axe 3, chef de file d'un mouvement porteur d'impact, on a un organisme national. Ce qu'on veut faire avec cet axe-là, c'est jouer un rôle plus actif de leadership au niveau national. Puis moi, j'ai déjà commencé des approches au niveau pour bâtir une coalition santé qui va appuyer le renouvellement des programmes. La diapositive précédente, je mentionnais différents programmes. Il y avait aussi celle avec les plans d'action. Bien, en santé, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la Société Santé en français n'est pas la seule à agir en français au niveau de la francophonie. Les femmes de la francophonie canadienne ont un dossier sur les personnes aidantes. Les aînés francophones ont un dossier sur la démence. Je pense que même, je faudrait que je vérifie, mais je pense que les juristes d'expression française ont un dossier sur la santé mentale. Il y a beaucoup d'organismes francophones ou d'autres organismes un peu qui ont des dossiers de santé. Puis on aimerait ça, nous, bâtir une sorte de coalition pour mieux les identifier au niveau national. Puis finalement, l'axe 4, l'interlocuteur socialement responsable et imputable pour la pérennité des ressources, je l'ai déjà mentionné, c'est de reconnaître que c'est l'argent qu'on reçoit, l'argent qu'on utilise, qui finance nos activités, c'est l'argent des contribuables. On a quand même un devoir moral envers ce groupe-là, autant au niveau d'évaluer notre impact,
et beaucoup ici, là, je vais renforcer les contributions uniques de la SSF. La SSF a un rôle d'appui de ses réseaux puis d'appui de ses partenaires. Moi, je crois fondamentalement, quand tu veux vraiment appuyer quelqu'un, il faut être capable de faire des offres d'appui qui sont spécifiques. Si quelqu'un, mettons, a un accident d'auto, tu dis, en tout cas, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Si tu lui dis, si tu as besoin d'un livre demain matin, je suis disponible, tu as bien plus de chances que cette personne-là utilise tes services que si tu fais un appel général. J'aimerais ça qu'on soit capable à la société de mieux outiller, mieux appuyer nos gens en vraiment renforcer nos contributions uniques. Finalement, les 2 dernières diapositives, puis après ça, j'arrête. C'est nos actions pour atteindre nos différents résultats. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines années? Donc, vraiment, continuer d'appuyer, renforcer les capacités des réseaux de santé en français, poursuivre la stratégie de mobilisation des connaissances, poursuivre la mise en œuvre du cadre stratégique, poursuivre la mise en œuvre des projets d'augmentation d'accès, d'intégration des ressources humaines. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, il y aura un appel de lettre d'intention pour du financement de projets à ce niveau-là que la Société Santé en français va lancer. Mener à terme l'initiative Petite enfance en santé et planifier son renouvellement. Le financement est prévu, un emprunt est prévu en 2022, mais nous, on anticipe, on voit des ouvertures pour un renouvellement. C'est important de le planifier dès maintenant. Lancer avec succès les projets en migration francophone. Je vous disais qu'on l'a signé à la fin septembre. Bien là, on est en phase de déploiement. Planifier le renouvellement de nos programmes. La fin du plan d'action est en 2023. On a beau être en 2021, mais c'est demain, 2023. C'est important qu'on commence déjà ces efforts-là, à l'instar de beaucoup d'autres partenaires nationaux, pour s'assurer que autant à la SSF puis dans les réseaux, les ressources soient au rendez-vous en 2023. Finalement, par 2023, j'aimerais ça, moi, pouvoir qu'on puisse bien démontrer nos résultats, que ça mène à plus de services en français pour les communautés francophones, par les partenaires et pour les partenaires. J'aimerais ça que nos stratégies, nos actions outillent mieux les partenaires, que nos connaissances soient mieux définies, puis vraiment faire un tour de roue sur comment on s'assure que tout ce qu'on développe répond encore mieux aux besoins. Puis finalement, moi, je vois beaucoup de potentiel au niveau de la collecte, de la disponibilité de l'information sur nos communautés. On a une stratégie nationale des données qui est en cours, qui va prendre fin en 2023. Moi, je me questionne beaucoup sur comment la renouveler, comment on peut faire des liens avec, entre autres, les recensements ou les enquêtes post-censitaires qui sont développées. Bref, comment on s'assure que les données soient de qualité, disponibles. Puis vraiment, on a un gros questionnement en ce moment. Le questionnement qu'on se pose au niveau national a changé. C'était auparavant comment on va aller chercher les données. Maintenant, on se questionne à savoir qu'allons-nous faire une fois qu'on va les avoir. C'est super intéressant comme transition de réflexion, puis ça nous emmène sur un terrain beaucoup plus stratégique. Bref, c'était la petite présentation que j'avais sur vous. Merci de votre écoute. J'ai pris 1 heure de temps. J'en suis bien conscient. J'espère qu'il n'y a personne dont les oreilles saignent à ce moment-ci. On a à peu près une trentaine de minutes pour prendre n'importe quelle question que vous pourriez avoir ou peut-être des interventions. Je prendrais même des recommandations sur le futur. Sentez-vous à l'aise. Je veux vraiment qu'on voit cet espace-là. On est tous des membres, des gens impliqués dans la santé en français ici. Vous avez tous des perspectives de chez vous. Moi, je voulais vous présenter la perspective nationale puis vous montrer quelques points d'attache avec un peu votre réalité. Puis au niveau du CA de la SSF, j'espère que ça a été pertinent pour voir un peu la vue d'ensemble des activités. C'est sûr qu'en conseil d'administration, on va aller beaucoup plus en détail puis on va commencer à regarder le granuleux des projets. Mais au moins, là, vous avez le big picture, les grosses roches. Fait que merci pour votre écoute. Et puis, s'il y a des questions, c'est le moment. Je vois Jacques Kenny avec une main levée. On va commencer par Jacques. Eh oui, je ne veux pas que tu aies parlé pendant 1 heure sans question. Un plan 2020 à 2025, dans une planification, c'est énorme ça. Est-ce que la société, dans les priorités qu'elle s'est données, est-ce que la société s'est donné des livrables à chaque année? Oui, mais pour l'année 1 pour l'instant. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, nous, je te donne un peu plus de détails sur comment on a bâti ça. Le cadre stratégique a été bâti par une équipe, ce qu'on a appelé une équipe de co-création. C'était composé de 3 membres des réseaux, de 3 membres du conseil d'administration, puis 3 membres de la permanence de la SSF. On voulait chercher une position tripartite. Et on a, depuis la production du cadre, on s'est rencontrés, je pense, à 8 reprises dans l'année 2019-2020 pour placer des actions. Ce qu'on a présentement, à l'heure actuelle, c'est un plan annuel pour l'année 2020-2021. Il nous reste à produire des plans annualisés pour les 5 ans. Tu as entièrement raison, Jacques, c'est long, 5 ans. Puis c'est difficile de faire un plan de travail pour l'année 5 tout de suite, ne sachant pas
beaucoup des morceaux. Ce que moi, j'ai présentement, c'est un sac d'idées. On s'est donné toute une série d'idées. Et là, il y a un regard, il y a une question stratégique à se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette année. En toute transparence, il y a un enjeu opérationnel, c'est-à-dire que le cadre stratégique, moi, il n'y a pas de bailleur de fonds qui dit oui, ton cadre stratégique, je vais le financer. Il faut être stratégique à savoir qu'est-ce que je fais pour les bailleurs de fonds que je peux modifier un petit peu, qui va renforcer mes objectifs du cadre stratégique. Donc, on a terminé cet exercice-là il y a 2 semaines. J'ai présenté un premier plan de travail au conseil d'administration il y a 2 semaines. J'ai hâte de le présenter au réseau. Je vais en faire une présentation à la table des DG. J'ai hâte de le rendre un peu plus public, mais pour l'instant, il me reste plusieurs étapes de validation avant d'arriver là. Fait que oui, c'est fait partiellement et ça va être fait, là, c'est dans les temps. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation? Ça peut être sur n'importe quel morceau, ça peut être sur des angoisses que vous avez par rapport, ça peut être des questions sur la relation SSF réseau, ça peut être, je prends tout. Oui, Antoine, Claude. Oui, Claude. Une question au niveau de l'axe 3 Oui. qui est très intéressant et qui, surtout dans la période actuelle de la pandémie, l'argent tombe du ciel, si on peut dire. Plusieurs ministères fédéraux qui envoient de l'argent à tous et à tous les organismes et me demandent comment on peut, les associations provinciales, comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment est-ce qu'on peut informer la SSF de ces situations-là. Puis les ministères ne passent pas nécessairement par la SSF quand c'est la santé. Ils vont envoyer de l'argent aux associations provinciales de la FCFA, par exemple. Alors, notre organisation provinciale ici reçoit des fonds et les redirige aux organismes provinciaux, que ce soit responsables de la santé, de la jeunesse, des aînés, quoi que ce soit. Mais la santé est une priorité au niveau provincial chez nous et j'ai l'impression que c'est une priorité aussi au niveau de plusieurs provinces et territoires. Alors, l'argent est distribué un peu partout, mais il ne semble pas avoir de connexion entre les ministères fédéraux entre eux. Alors, quel est le rôle de réseautage de la SSF à ce niveau-là? C'est tellement de bonnes questions, Claude. Je vais essayer d'y répondre. Je pense que je vais être capable seulement d'y répondre partiellement, mais je vais faire une tentative. Effectivement, on a vu beaucoup de ministères. Il y a eu 2 réactions des ministères par rapport à la COVID. La première a été soit des fonds additionnels qui ont été rendus disponibles pour des appuis ponctuels au niveau des organismes. L'appui au niveau des organismes a été soit par des fonds d'aide, donc c'est-à-dire comment on va essayer d'amenuire les obstacles ou de limiter les obstacles que ces gens-là ont vécu dans la COVID. Mais il y a également eu des fonds au niveau pour aller financer des nouvelles activités. Donc, vraiment, là, aller essayer d'encourager des partenaires sur le terrain à lancer des choses. On a vu, entre autres, il y a eu un magazine, il y a eu des argents pour des magazines jeunesse, il y a eu des argents pour des projets. Je ne tomberai pas dans toute la liste, il y a eu énormément de fonds qui ont été envoyés. La deuxième façon que les gouvernements ont réagi à la COVID, c'est en adoptant une posture un peu de flexibilité au niveau des attentes des plans de travail. Je mentionnais plus tôt qu'on est un peu dans une relation où le gouvernement fédéral est un investisseur dans la société santé en français. Ce qu'ils investissent, il le fait en fonction d'un plan de travail qu'on leur dépose. Mais quand une situation comme la COVID arrive, les plans de travail qu'on a développés en 2018, il y a bien des morceaux de ça qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas réalistes, qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Et donc, on a vu chez beaucoup de nos bailleurs de fonds une flexibilité au niveau de adapter vos activités, puis il n'y aura pas de risque au niveau de la relation contractuelle qu'on a avec vous. Étrangement, cette flexibilité-là, on ne l'a pas vue chez Santé Canada. Donc, nous, chez Santé Canada, on n'a pas vu de fonds additionnels pour les langues officielles. On n'a pas vu de fonds, on n'a pas vu vraiment de flexibilité additionnelle au niveau des rapports. On a eu certains ajustements, en toute transparence, certains ajustements, mais pas autant, mettons, que l'Agence de la santé publique, qui nous ont dit, écoutez, si vous faites des transformations, ça fly, des choses qui réalisent bien les objectifs du programme, ce sera possible. Fait que ça, c'est, OK, contexte. Deuxièmement, tu dis quel rôle on peut jouer pour s'assurer de transférer l'information. Nous, on a essayé à la Société Santé en français de communiquer du top vers le bas ce qu'on voyait comme mesure d'appui les différents programmes disponibles pour que les réseaux puissent s'appliquer. Ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas appliqué sur ces programmes-là directement parce qu'ultimement, on n'a pas été beaucoup affecté par la COVID. Notre travail est principalement un programme de gestion de projet, de programme. On n'est pas en contact direct avec les communautés. Donc, nous, on n'était pas éligible à beaucoup de ces programmes-là, mais beaucoup des réseaux, eux, ont pu l'être.
Maintenant, à savoir, qu'est-ce qui peut être partagé? C'est une excellente question, Claude. C'est sûr que la COVID n'est pas finie. Les investissements ne sont pas finis. On a une vague 2 qui commence. Il n'y a pas encore de vaccin. Il n'y a pas encore de fin prévue. Moi, je pense que c'est une capacité qu'il faut qu'on continue à développer. On participe au niveau national à beaucoup d'instances de la FCFA pour savoir un peu comment ça va la COVID, les différents financements. Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment de pouls au niveau des réseaux pour savoir là, si eux ont eu des mêmes réunions au niveau local. En tout cas, j'ai répondu à certains aspects, Claude, mais ce que tu nous lances comme défi, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Puis, j'ai pas de réponse complète. C'est la deuxième réponse que j'ai pas de réponse complète pour toi, Claude. Il va falloir que je fasse mieux pour la prochaine formation. Je me prends des notes pour ça. Certainement, moi, j'ai demandé au réseau, je voulais faire, on a vérifié au niveau des réseaux s'il y avait un effort de communication qui serait possible pendant ou post-COVID pour dire, ben voici tout ce que les réseaux de santé en français ont fait pour appuyer leur communauté pendant la COVID. Beaucoup, les réseaux de santé en français ont fait des actions bénévoles ou pas planifiées qui ont aidé leur communauté. Mais en posant la question au réseau, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'est pas le moment tout de suite. Ce n'est pas les réseaux qui sont les héros de la situation en Suède. Il y a des gens dans les systèmes de santé qui méritent tout le focus. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'on n'est pas prêt à en parler de toutes les actions qui ont été réalisées au sein des réseaux pour la COVID à suivre. En tout cas, j'ai brodé un peu large, Claude. Désolé, là, je sais, mais je prends bien ta question, puis je vais faire un suivi avec toi au niveau de ce qu'on peut faire. Je pense que la réponse est plutôt à tous les intervenants de la Société Santé en français, des réseaux. Alors, il faut s'interroger, est-ce qu'on devrait mieux se parler pour coordonner les aides financières qui tombent du ciel, parce que ça tombe du ciel, ou est-ce qu'on devrait être proactif ou ne pas être proactif? C'est ça la question. Il y a des organisations qui sont très proactives. Par exemple, la Croix-Rouge qui a reçu des millions pour offrir des services pendant la pandémie. Et ces services-là sont peu en français, donc il faut s'assurer que la SSF soit présente auprès de Santé Canada, entre autres, qui ne semble pas être ouvert à la situation. Mais je crois qu'il faut être plus proactif. Merci, Claude. Très bien. Je reçois très bien ton commentaire. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vais rouvrir ma liste de participants. On va voir s'il y a des mains levées. Je ne vois pas de main levée à ce moment-ci. Je vais peut-être faire un appel en 3 temps, savoir s'il y a des questions avant qu'on avance au niveau de la conclusion. Donc, vous avez première fois, y a-t-il des questions? Deuxième fois? Troisième fois. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Dernière question, Antoine. Ben oui, Claude, vas-y, certainement. Dans le rapport annuel que la SSF va présenter, les indicateurs vont être dedans dans ce que tu as mentionné tantôt au niveau des axes. On va mesurer ce qu'on a fait. Donc, dans le rapport annuel, on devrait avoir ces indicateurs-là. La question des indicateurs, oui, dans le rapport annuel, on va sûrement faire état des avancées du cadre stratégique, ça c'est sûr et certain. Quand on parle d'indicateurs, moi, ce qui me vient en tête, c'est des tableaux Excel ou des tableaux de plan de travail, de mesure du rendement. Par indicateur, ce qui nous reste à faire au niveau du cadre stratégique, c'est justement se donner des indicateurs de résultats. C'est-à-dire comment on va savoir en 2025 qu'on va réellement avoir atteint notre cadre stratégique. On a fait un peu les choses à l'envers à cause du temps, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on se donne des actions, il fallait qu'on se donne des objectifs. Il y a un travail d'indicateur à bâtir. Je dirais que la priorité n'a pas été mise là pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on a encore un peu de temps pour le faire, mais la deuxième, c'est que le rythme de suivi du cadre stratégique, c'est auto-imposé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de bailleur de fonds qui vont me demander un rapport le 31 mars 2021, savoir comment le cadre stratégique avance. C'est mon conseil d'administration, c'est le conseil d'administration de la Société Santé en français qui va demander de faire les suivis. Et donc, à ce niveau-là, c'est certain, Claude, dans les prochaines étapes, ça va être l'annualisation des plans de travail, la création d'un indicateur. Puis ça, je vais avoir besoin. Dans l'équipe de la SSF, on a des gens très brillants au niveau d'évaluation qui vont m'aider à ce niveau-là. Mais tu as bien mis le doigt dessus. Super. Je ne vois pas d'autres questions dans la salle. Donc,
je vais vous faire livrer très rapidement la petite conclusion. Donc, en gros, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je sais que c'est un peu long, cette présentation-là. Je veux mentionner, la présentation va être enregistrée. Vous pouvez aviser vos collègues. S'il y a des gens qui ont besoin d'avoir accès au lien, ils peuvent nous contacter à la société. Ça nous fera grand plaisir de partager le lien. Je vais vous envoyer, là, regardez dans votre petit chat en ce moment. Et là, ça c'était supposé être déjà fait. Je vais vous inviter à aller voir dans le chat. Je vais répondre, je vais envoyer ça à tout le monde et je vous envoie un hyperlien. L'hyperlien, je vais vous l'envoyer également par courriel, mais c'est l'hyperlien pour l'évaluation de la session aujourd'hui. C'est vraiment pas long, ça va vous prendre 2 minutes. J'aimerais beaucoup si vous pourriez aller remplir l'évaluation. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, quelles suggestions vous avez, mais surtout, pour la prochaine formation qui va porter sur les rôles de responsabilité, j'aimerais savoir si vous avez des points spécifiques que vous aimeriez qu'on explore ou qu'on présente. Donc, vraiment des attentes spécifiques à ce moment-ci. Donc, merci d'aller remplir ça. Je vais vous l'envoyer par courriel également. Et puis, juste vous mentionner, la prochaine formation, prenez vos calendriers, la prochaine formation aura lieu le 17 novembre, qui tombe être un mardi, donc le 17 novembre prochain, à 14 heures. Ça va être l'heure de l'Est à ce moment-là. Je pense qu'on va avoir changé d'heure, donc je ne dis pas l'heure avancée. Ça va être l'heure normale de l'Est. Vous allez recevoir des informations, évidemment, par courriel. Vous êtes tous invités. Vos collègues au niveau des conseils d'administration des réseaux sont invités également. Et ce ne sera pas moi la prochaine formation. Je fais venir une personne de l'externe qui va nous livrer. Et je vois une question de la part de M. Étienne Croteau. Absolument, dans le courriel qui va comprendre le lien pour l'évaluation, j'inclurai le PDF de la présentation aujourd'hui. Sentez-vous à l'aise de partager. Je veux que vous vous sentiez à l'aise de partager mon contact, d'ouvrir s'il y a des questions par vos collègues que vous voulez qu'on ait vraiment là, disponibilité. Vous êtes tous des gens qui s'impliquent comme bénévoles dans la santé en français. La Société Santé en français, on est là pour faire vivre ce mouvement-là. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir. Donc, j'arrête ici. Je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, grand plaisir d'avoir pu être avec vous là, pour les dernières heures et quart. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. Merci Antoine. Bye. Merci.